Invitation et merci d'être là. Je suis assez ému d'être ici parce que la dernière fois que je suis venu à Bruxelles, c'était il y a 13 ans et c'était dans un cadre tout à fait différent, à une époque où je ne pensais pas que je deviendrais un jour un lanceur d'alerte. J'étais venu pour la Nuit Blanche de Bruxelles, mais en tant qu'artiste. C'est-à-dire que j'étais venu présenter des poèmes dans la nuit, des poèmes que je mets en mouvement sur des afficheurs lumineux. Je vous ai apporté le petit dépliant de l'époque. Et j'étais place Sainte-Catherine dans une très grande salle. Et je me souviens du contact avec les Bruxellois qui avait été vraiment extraordinaire. Il y a à peu près 1000 personnes qui sont passées dans la nuit et qui lisaient très silencieusement dans une salle tout à fait obscure des poèmes de Michaud, de Philippe Soupeau, de Francis Picabia et d'un auteur aussi flamand, Paul van Osthuizen, que j'avais co-traduit. J'avais fait une version française et une version en néerlandais, qui était vraiment un très très beau poème. Et c'était en 2010, voilà. Et je vais vous raconter comment je suis devenu incidemment, parce que je ne m'y préparais pas, lanceur d'alerte, et comment je suis passé d'ailleurs de lanceur d'alerte à un acteur, malgré moi, du débat public en France, après cet épisode effectivement de la publication de ma lettre dans l'Obs, qui est un retentissement national et international, puisque la presse internationale aussi s'est déplacée, il y a eu énormément d'articles. Et puis aujourd'hui, je dirais, un troisième volet aussi que je ne m'attendais pas à suivre dans ma vie, un autre chemin, peut-être plus engagé, plus politique, parce qu'avec le recul aussi, la réflexion et non seulement l'expérience acquise sur le terrain, mais aussi les rencontres, les lectures, ma façon de penser a sans cesse évolué. Et je pense que ça, c'est très très important de penser que notre pensée est ouverte. Alors moi, j'étais professeur de philosophie, évidemment, c'est ce que j'enseignais à mes élèves, mais ce chemin, je l'ai fait aussi moi-même. En tant que lanceur d'alerte, je me suis ouvert à des problématiques que je ne connaissais pas et j'ai énormément appris. Et ma pensée, d'ailleurs, n'est pas figée. Enfin, je continue d'évoluer, de changer parfois d'idée, de chemin et de direction. J'étais professeur de philosophie à Trappes, qu'on compare souvent à cet endroit, à Molenbeek. Voilà. D'ailleurs, je me souviens, en 2010, j'avais traversé en voiture cet endroit, m'avait quand même impressionné. Donc j'ai enseigné 20 ans dans cette ville, qui est l'une des plus pauvres de la région parisienne, avec une population d'origine immigrée très importante. J'ai enseigné avec bonheur, vraiment, pendant des années. Mais après les attentats de 2015, j'ai pris conscience que je ne pouvais plus faire comme si mes élèves étaient des élèves comme les autres et qu'eux vivaient dans un monde que je ne connaissais pas, puisqu'il y avait les départs en Syrie. C'est la ville qui, en Europe, a connu le plus de départs de jeunes. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester ce professeur que j'étais, c'est-à-dire dans un rapport très distancié avec mes élèves, où les questions politiques n'étaient pas abordées parce que nous faisions de la philosophie et que ça supposait un espace de neutralité, ça fait partie de la laïcité, un espace de distance et de liberté pour permettre leur instruction et le développement de leur jugement personnel. Et je me suis rendu compte que c'était plus possible à ce moment-là, et ça a été mon moment socratique où je me suis rendu compte que j'étais très ignorant de ce qui m'entourait. Là, je suis rentré dans des associations de la ville pour comprendre le terrain, la réalité de mes élèves. J'ai essayé d'intervenir aussi pour libérer la parole de mes élèves, parce que je me rendais compte que ils étaient avec nous, enseignants d'une certaine façon, mais dans leur famille, ils vivaient dans un autre monde, avec ces départs, ces relations d'allégeance, on peut dire, à la famille, au groupe, à la communauté. J'ai rencontré des journalistes aussi qui sont venus me voir, notamment Raphaël Baker et Yann Chemin, qui ont écrit un livre qui a eu
certain retentissement en France, puisque c'est quand même des journalistes de gauche, le journal Le Monde, qui a publié un livre qui s'appelle La Communauté, dans lequel on montre finalement comment cette ville ouvrière de Trappes est devenue une pépinière djihadiste en Europe. Ce qui a fortement déplu à l'époque. Et donc ces journalistes, je les ai accompagnés, elles sont venues me trouver pour me poser des questions, et quelquefois je me disais, mais qu'est-ce que je ne sais pas, comment je vais leur répondre, je ne sais pas. Donc, et ça a duré 1 an, je leur ai prêté entre guillemets mes élèves, mes classes pour rentrer dans la ville, pour la connaître. Et c'est ainsi que petit à petit, j'ai découvert la réalité que j'ignorais totalement et qui était pourtant sous mes yeux. Sous mes yeux. En 2018, j'ai voulu alerter de la situation de mes élèves parce que j'estimais qu'il n'était pas normal que la République abandonne ses enfants aux mains des recruteurs. Donc j'ai écrit avec quelqu'un que vous avez peut-être vu ici, qui est Jean-Pierre Aubin, qui a été inspecteur général à l'Éducation nationale et qui a été peut-être le premier lanceur d'alerte. J'ai découvert Jean-Pierre Aubin, son livre, et en lisant son rapport de 2004, qui a été enterré par François Fillon, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, parce que c'était une patate chaude, comme on dit, c'est-à-dire qu'il aurait fallu agir. Et agir pour un politique, c'est être confronté à des difficultés et évidemment des risques pour la carrière politique. Donc avec Jean-Pierre Aubin, nous avons écrit au président de la République en 2018 une lettre à nouveau en alertant de la situation impossible à Trappes. Alors ça m'a valu aussi un passage à la radio, dans une émission très très écoutée, Affaires sensibles sur France Inter. Et j'ai aussi voulu agir, alors localement d'abord avec des groupes de parole. On allait dans les lycées avec quelques collègues ou quelques membres de mon association. On faisait parler les élèves sur le thème de l'emprise. Alors c'était l'emprise aux jeux vidéo, l'emprise aux drogues, etc. Mais ça revenait toujours, l'emprise djihadiste ou islamiste. C'est quelque chose que j'ai découvert de mes élèves ou de plus jeunes, puisque nous allions aussi dans les collèges, que c'était leur réalité quotidienne. J'ai aussi essayé par le théâtre, notamment, de rendre possible cette parole et cet échange avec eux. Des journalistes sont venus dans ma salle de classe. Il y a un très bon reportage qui a été fait par la télévision néerlandaise, la Nous, qui est venue en 2017 dans ma salle de classe et qui a fait parler mes élèves. Et mes élèves ont raconté comment les islamistes recrutaient au quotidien autour d'eux. Ce reportage a été construit avec 2 figures, la figure du professeur de philosophie, mais la figure aussi d'un ancien jeune de Trappes qui, au moment des émeutes en 2005, avait déjà été filmé, qui était un type de gauche qui réclamait plus d'argent pour la cité et qui était devenu un recruteur salafiste à l'époque. Et donc on le voit dans ce reportage et on comprend que notre monde est en train de changer, que c'est non seulement la culture, mais nos libertés, l'idée même de la personne, la dignité de la personne, de l'égalité qui sont mises en cause. Ce reportage a eu le premier prix du documentaire aux Pays-Bas. Il a été largement diffusé. Et je vous parle de cela parce que cette journaliste va revenir un peu plus tard, après que j'ai publié ma lettre dans l'Obs, et ça va avoir pour moi des conséquences assez graves. Je participe donc du travail associatif, mais très vite je comprends que ce n'est pas au niveau local qu'il faut agir au niveau national. Et en même temps, je me rends compte que les gens qui m'accompagnent beaucoup sont d'anciens militants communistes ou des militants sociaux, c'est plutôt des gens de gauche, d'anciens professeurs, que finalement, eux, ce qui les intéresse, c'est plus le local. Notre association est infiltrée, enfin, il y a une tentative d'infiltration d'une figure importante de la ville qui vend, un libraire qui vend des livres pas très recommandables, et des tenues pour les femmes.
complète, avec vraiment toute la panoplie. Je suis confronté aussi à cette époque-là aux réticences politiques. Je cherche à organiser des débats avec les journalistes et pas aussi bien la mairie de Trappes, mais les mairies aux alentours, qu'elles soient de droite ou macronistes, refusent simplement de nous donner une salle pour faire venir. Je pensais faire venir Gilles Kepel, mais il y avait Hugo Micheron était prêt à se déplacer. J'avais même pensé que ce serait bien d'avoir un bon islamo-gauchiste pour lancer le débat, mais on n'a jamais pu faire le débat, c'était pas possible. Et voilà, ça c'est, je dirais, c'est la première phase de mon expérience, une expérience de lanceur d'alerte, de quelqu'un qui commence à toucher du doigt le réel et qui, au début, j'en croyais pas mes yeux, hein, parce que quand j'avais des gamins qui me racontaient leur quotidien, par exemple, une anecdote que je cite dans mon livre, mais une de mes élèves qui sort son téléphone portable, je lui dis, vous connaissez des gens qui sont partis, et elle téléphone à son ami. Son ami, elle lui téléphone, il était à Raqqa. Et elle me dit, mais je l'appelle tous les jours, monsieur. Voilà. Donc je comprenais que ce quotidien, que pas un journaliste n'avait montré, que voilà, il était totalement occulté. Et moi-même, j'aurais pu continuer pendant des années à ne pas le voir, ce quotidien-là. J'aurais pu, moi aussi, fermer les yeux. Comme mes collègues, d'ailleurs, la plupart de mes collègues. Bon, il y avait des atteintes à la laïcité, mais fermer les yeux, c'était de jeunes adolescents, à quoi bon? Voilà. Bon, puis vient cet épisode de l'assassinat de Samuel Paty, et je pense que dans ma vie, c'était un tournant, parce que là, j'ai compris aussi... D'abord parce que je savais, en fait, en 2016, j'avais lu la revue de Daesh qui appelait à tuer les enseignants français, et je savais que ça allait avoir lieu. Je ne savais pas où, comment, quand, mais j'avais compris que nous étions des cibles, nous les enseignants privilégiés, puisque en attaquant la République dans son cœur, c'est-à-dire l'endroit où on vient former la conscience de la liberté par le savoir, on pouvait mettre à mal un pays. Donc c'était tout à fait logique. Ça, je l'avais compris. Et après l'assassinat de Samuel Paty, bah, effectivement, ça a été... comment vous dire, pour moi, c'est là que j'ai senti que j'avais une responsabilité, au-delà de mes élèves, une responsabilité vis-à-vis de tous, de mes concitoyens. Et là, j'ai changé de position, puisque cette lettre, qui au départ devait s'adresser à mes élèves et aux enseignants, est devenue une lettre qui s'adressait à tous les enseignants de France, qui a été publiée. Et immédiatement après sa publication, les renseignements territoriaux ont jugé que j'étais en danger, même si je n'ai pas reçu de menaces effectives. Et pendant des semaines et des semaines, j'allais au lycée accompagné par une escorte de policiers. Le lycée, certains jours, était entouré de policiers. Il y en avait même quelquefois pas en tenue à l'intérieur, ce qui normalement est totalement interdit. Mes collègues ne voulaient pas savoir, donc moi je vivais quand même, je me préparais à mourir quand même, hein. Je savais que c'était possible. Donc, mais mes collègues, eux, ne considéraient il ne se passait rien, qu'il n'y avait rien, pas d'événement. Enfin, par une, on ne m'a jamais demandé si j'allais bien. Jamais. Voilà. Donc il faut imaginer que j'ai une escorte qui vient me chercher sur mon trajet. J'habite à 34 km du lycée, qui m'accompagne jusqu'au lycée, qui vérifie que je suis bien rentré et qui repart et qui s'assure le soir que je repars. Voilà, ça se passe comme ça. Puis certains jours, ils n'étaient pas là parce qu'il y avait le Covid, parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. Bon, voilà. Donc là, c'est une période assez mouvementée et je comprends, avec la visite de la journaliste néerlandaise qui revient faire un nouveau documentaire, elle m'informe que les gens que j'avais côtoyés, notamment dans ces associations, lui disent si Didier Lemaire continue de parler de l'islam et de l'islamisme et de Trappes, il sera le prochain Samuel Paty.
et elle le dit parce qu'elle connaît bien le terrain. Elle est elle-même une femme de double nationalité. On peut dire qu'elle a une sorte de forme de porosité avec ce milieu-là, très forte. Donc c'est un avertissement, et d'ailleurs la journaliste néerlandaise ira à la police française pour dire, fera une déclaration pour dire « Monsieur le maire est en danger ». Et le reportage qui a été diffusé à la télévision néerlandaise, qui devait être vendu à la RTBF, ne le sera pas, parce qu'elle estime qu'il vaut mieux pas continuer de me mettre en danger. Et donc là, je commence une nouvelle période de ma vie un peu, comment vous dire, un peu étrange, où je comprends finalement que, bon, bah, soit je disparais totalement des écrans, soit j'y vais, c'est-à-dire que je m'expose davantage, et ça obligera, je le sais, le gouvernement à devoir me protéger. Mais vraiment. C'est-à-dire, j'ai pas trop le choix. Soit je continue comme ça, mais là, c'est vraiment trop dangereux. Soit je disparais, je me fais oublier, mais je renonce à ma parole. Donc, il n'en est pas question. Et j'avais déjà réfléchi à ça des années auparavant, parce que c'est vrai que... Alors, j'ai une histoire personnelle, je ne sais pas trop... Mais mon grand-père était un juif de Berlin qui a émigré en France et qui m'a transmis, je pense, le sens du combat. Voilà. Je pense qu'assez jeune, j'ai eu conscience de ce que c'était que le totalitarisme et de la nécessité aussi de le combattre. Donc j'avais quand même réfléchi à ça les années auparavant, parce que je voyais bien la situation se dégrader d'année en année. Je ne peux pas vous la décrire ici, ça serait trop long, mais tous les petits signes en classe, je les voyais. Et d'ailleurs, ma dernière année à Trappes a été extrêmement éprouvante pour moi du point de vue du professeur que j'étais, parce que j'étais face pour la première fois à des élèves qui étaient hostiles, qui me percevaient comme leur ennemi. Et c'était la première fois. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais eu des élèves qui m'avaient dit « Ah mais monsieur le voile, c'est très bien, etc. » On avait eu des discussions et je les faisais réfléchir, si besoin, en dehors du cadre de la classe, toujours. Et de manière très, très ponctuelle, je voulais garder mon espace de liberté. Mais là, à partir de 2020, j'ai des élèves qui, en fait, qui sont des salafistes dans la classe et qui contrôlent les autres élèves, notamment qui imposent aux jeunes filles de porter le voile. Et si elles ne le font pas, elles sont insultées. Il y a des pressions très fortes dans la rue, on peut leur cracher dessus, on peut leur faire des signes comme ceci. Et ça peut se finir très très mal. Ou elles ont une menace de viol. Voilà. Donc je comprends que, en fait, mon goût même de la transmission, de l'enseignement, se heurte là maintenant à un vrai mur, à Trappes. D'ailleurs, j'apprendrai un peu plus tard que moi j'ai été exfiltré au mois de février, c'est-à-dire qu'à partir de février, bon, on dit c'est plus possible, il ne peut plus enseigner là. Et là, je vais avoir une vraie protection policière en février 21. Mais j'apprends que, ça j'apprendrai un an plus tard, que d'autres collègues de Trappes ont été exfiltrés, mais cette fois avec le pas de vaguisme ou la poussière sous le tapis, comme on dit, c'est-à-dire que tout ça s'est fait en catimini, en secret. Et en fait, j'ai découvert que, en écrivant ce livre, puisque beaucoup d'enseignants m'ont écrit, en me disant « mais il m'est arrivé la même chose que vous ». Voilà. Ou enfin, quelque chose d'analogue à chaque fois, des choses plus ou moins semblables. Et je me suis rendu compte que, bah, en fait, à chaque fois, tout ça était caché. On ne le sait pas. À Trappes même, on a été 3 enseignants, puisque mon collègue de philosophie, qui s'appelait pourtant, enfin qui s'appelle toujours Jémil Khalel, donc, qui est d'origine tunisienne, lui-même a été menacé de mort en classe. Et à chaque fois, on a toujours la même réaction du rectorat. C'est le même que le rectorat de Samuel Paty, hein, c'est le même rectorat, c'est l'Académie de Versailles. Une minimisation du danger. Toujours. Et moi d'ailleurs, j'ai été reçu au rectorat plusieurs fois, on m'a offert d'autres postes, on m'a dit mais... Et donc j'ai dit non, moi je veux rester là. Alors ils ne comprenaient pas, et je disais je reste là. Mais vous voulez rester là, mais pourquoi? Mais moi je ne leur ai pas dit, mais je voulais pour que ça devienne visible. Et j'ai compris que mon salut viendrait du débat public et de la notoriété
que je commençais à acquérir, puisque c'était mon deuxième papier dans l'Obs quand même, et il avait eu un certain effet, parce que l'Obs est un journal qui n'a pas cette ligne-là. D'ailleurs, quelques mois avant, il y avait Radio-Canada était venu dans mon lycée, le journaliste, on avait parlé, il était allé à Montpellier, en France, il faisait un reportage sur l'islamisme en France, et après avoir visité le lycée, il m'a dit, écoutez, ça y est, j'ai compris. Il m'a dit, je vais pas du tout écrire ce que je pensais écrire. Et il a fait un papier totalement différent. Et au Canada, le journal, il a pu publier son article, mais ça a changé les consciences. J'ai même reçu, moi, au lycée, des coups de téléphone de Canadiens qui disaient « Je veux parler à monsieur le maire ». Voilà, parce que c'était la première fois que les choses étaient dites. Voilà. Parce que sinon, il y a toujours ces arrière-pensées, on vous colle des procès d'intention, vous êtes raciste si vous pensez ça, vous êtes islamophobe, je ne sais quoi encore. Alors moi, c'était très difficile, c'est aussi ce qui m'a aidé dans ma carrière, c'est que j'avais un très fort engagement vis-à-vis de mes élèves, et c'était difficile de me faire passer pour un prof raciste, ou voilà. J'avais quand même une bonne réputation, et je pense que dans les familles, on était contents de mon boulot, pour l'avenir social au moins de mes élèves. Donc après, il y a une tempête médiatique qui va commencer au mois de février 2021 avec un article dans Le Point, un article dans Le Figaro, un article qui porte moins sur moi, mais qui est en partie sur moi, dans l'Express. Et ça va mettre le feu aux poudres et je vais me retrouver sur les plateaux de télé. Et je n'aime vraiment pas ça. Mais vraiment, c'était pas du tout... Voilà, mais je l'ai fait parce que je devais le faire. Et après, j'ai appris aussi à comprendre la logique des journalistes, les pièges, les questions, comment on essaye de vous pousser dans des cases, toujours, de vous assigner toujours à une pensée politique préétablie, et à empêcher que la connaissance et le débat aussi. Voilà, donc je vais être rapidement mis sous protection policière. Bon, ça, c'est un dispositif assez lourd et je comprends que je ne peux plus à ce moment-là enseigner. Peut-être pas rentrer dans tous les détails, et c'est à ce moment-là que je pars dans un endroit très retiré du monde, aussi où j'éprouve le besoin. Je comprends que j'avais été très sollicité par des éditeurs, mais j'avais toujours dit non, mais je comprends qu'il est important que je fasse aussi le point de ma parole, de ma pensée, et que je fasse à la fois un livre de témoignage, mais aussi de réflexion, avec aussi des aspects philosophiques, parce que des concepts pour donner un peu de clarté dans tout ça. Voilà. La troisième volet, disons, après cet engagement dans le débat public et la tempête, alors je suis attaqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je suis attaqué par certains journaux, Le Monde, Libération, le New York Times. Le premier article du New York Times, c'est le professeur raciste de Trapp. Voilà. Et ils l'ont retiré, après ils l'ont effacé. J'ai eu un entretien d'1h30 avec le journaliste qui a mieux compris. Bon, il a fait un article qui est mitigé, mais il a retiré ça, au moins, voilà. Et c'est vrai qu'après, il y a des connivences entre le pouvoir politique et les journalistes. Je ne peux pas, comme je suis dans une réunion publique, là, je ne peux pas donner de nom, mais j'ai découvert ça aussi, qu'il y avait des milieux qui étaient quand même assez proches, donc c'était aussi difficile pour ça d'avoir un débat. Enfin, quand on est traîné dans la boue par des journaux qui font des portraits de vous qui ne correspondent pas à la réalité et qu'il n'y a pas de droit de réponse, qu'il n'y a pas de possibilité de... C'est très... En fait, ça, c'est extrêmement éprouvant. C'est peut-être beaucoup plus éprouvant que la menace physique, parce que c'est de ne plus être reconnu socialement, en fait. Ça, c'est vraiment... C'est très difficile. Donc je me suis retiré, j'ai écrit cette lettre, et puis je crois que suite à ça, j'ai pris aussi un peu de distance. Il s'est écoulé du temps, et dans ma vie aussi ça a été plus calme, heureusement, mais j'ai vu aussi dans mon entourage des gens qui ne me comprenaient pas du tout, et pourtant des gens que j'aimais ou qui m'aimaient, mais qui ne comprenaient pas à tel point les perceptions idéologiques
conduisent à des projections très fortes. J'ai perdu beaucoup d'amis avec qui je n'ai même pas pu expliquer. Et j'ai compris aussi qu'il fallait que je prenne au fond la question de l'islamisme d'un peu plus loin, c'est-à-dire que l'islamisme, le voir plutôt comme un symptôme d'un affaiblissement de ce qui constitue le cœur de notre culture, à savoir l'humanisme, notre héritage à la fois grec et chrétien, parce que le christianisme, alors ça sera peut-être mon prochain livre, mais le christianisme est une religion qui a inventé l'amour de Dieu, puisque l'amour, en fond, c'est une relation possible entre des individus. Et la critique que Feuerbach a fait du christianisme est en fait à la fois une critique et un éloge du christianisme. Et elle n'a pas été bien comprise, cette critique, je pense, notamment par Marx. Mais cette idée de l'individu, au fond, est fondamentale, c'est-à-dire que nous sommes des êtres avant tout singuliers, qui ne sommes sur Terre qu'une fois, nous n'avons qu'une vie. Singulier, ça veut dire indéfinissable. Un style singulier, on ne peut pas le réduire à une catégorie générale. Et donc j'ai compris que c'est l'individu, au fond, comme dans le totalitarisme qui est attaqué par l'islamisme, mais de façon plus générale, dans notre société, c'est l'individu. Il y a un effondrement, si vous voulez, de la compréhension de ce qui fonde notre culture et nos systèmes politiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle « Petite philosophie de la nation », où je fais à la fois de l'anthropologie, je m'appuie notamment sur la pensée de Mauss qui est restée inachevée, parce que je pense que Mauss lui-même, qui était proche pardon. Oui, c'était le neveu de Durkheim, mais pardon, je ne trouve plus le nom du grand socialiste français pacifiste, de Jean Jaurès, voilà, de Jean Jaurès, qui était très proche de Jean Jaurès, et qui a écrit un livre qui était à la fois politique et scientifique sur la nation, qui s'appelle « La nation ou le sens du social », et ce livre a été le point de départ de ma réflexion pour comprendre l'effondrement ou la fracture de notre nation qui n'est pas réductible à la fracture islamiste. Voilà. Donc ça, c'est le troisième volet de ma pensée, si vous voulez, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons perdu le sens de nos valeurs, de ce qui nous fonde, parce que nous ne comprenons plus d'où nous venons. Nous ne le comprenons plus. Nous ne comprenons plus cette importance qui a été cultivée par les humanistes à la Renaissance de la singularité, c'est-à-dire du fait qu'aucun homme n'est réductible à son appartenance à une catégorie, quelle qu'elle soit. On n'est pas un ceci ou un cela, on n'est pas un exemplaire ou un échantillon d'un groupe, que ce soit pour les questions de genre ou les questions de culture, de langue voilà. Et donc j'ai posé dans ce livre une réflexion sur la nation comme justement une communauté, mais une communauté qui est une communauté politique, qui repose sur le dépassement de l'appartenance à un groupe social. La Révolution française, ça a été cela. Donc il y a à la fois un aspect historique dans mon livre, et philosophique et anthropologique, mais ça c'est un livre de professeur de philosophie, ce n'est pas un livre de philosophe, je le dis tout de suite, c'est un livre très simple et facile à lire aussi, très facile à lire, il n'y a pas de difficulté. Mon métier, c'était de rendre accessible des pensées parfois difficiles, d'expliquer Montesquieu à mes élèves, et y compris à des élèves qui sont assez incultes, mais qui, par leur intelligence, peuvent tout à fait comprendre des pensées profondes, et ça, j'en ai fait vraiment l'expérience. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste, là. Je crois que c'est 10 minutes. 10 minutes ? D'accord. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur la... Non, mais je ne veux pas non plus me lancer dans des choses trop lointaines pour que nous gardions un échange. Un temps pour l'échange, je pense que c'est le plus important. Mais ma réflexion, elle m'a conduit aussi à me demander finalement qu'est-ce que j'allais devenir comme citoyen, quelle serait ma place comme citoyen. Alors prochainement, je vais fonder une association de défense des serviteurs de la République.
parce que nous sommes de nombreuses personnes à être menacées par ce qu'on appelle parfois le djihad judiciaire, mais aussi il y a les menaces physiques. Donc je voudrais fonder une association qui permettra de soutenir les personnes et de les regrouper aussi, qu'elles ne restent pas seules. C'est très important, qu'elles ne se perçoivent pas non plus comme des victimes, mais comme des acteurs de leur vie. Et donc cette association, elle sera soutenue par de grands avocats français, qui d'ores et déjà m'ont donné leur accord pour participer. Donc ça, c'est un engagement, disons, concret, et qui servira aussi à mettre les représentants de l'État face à leurs responsabilités, puisque, au fond, la situation vient du fait que ces gens-là n'exercent plus leur mission. Et en fait, c'est le problème. Moi, avec Jean-Pierre Robin, la première chose, c'est ce que nous avons expliqué, ce que nous avons exprimé. Pourquoi ne protégez-vous pas les enfants de l'emprise religieuse et politique? Ce n'est pas normal, cet abandon. Donc cette association, elle a un but aussi de mettre l'État devant ses responsabilités, parce que la plus grande menace, finalement, c'est peut-être moins la menace physique ou même judiciaire ou même, je dirais, idéologique. La plus grande menace, c'est celle d'un effondrement total de l'État, puisque on le voit aujourd'hui en France, moi je l'ai vu, l'effondrement de l'éducation nationale, mais des services publics. Parce que cette communauté d'individus, elle a produit les services publics. Le premier service public, c'est la loi, avec la police et la justice. Ce sont des services publics. La santé est un service public, l'école est un service public. Donc si nous voulons avoir on voit bien l'état des services publics en France est désastreux. En 30 ans, et l'éducation nationale, c'est un champ de ruines aujourd'hui. En France, je ne vais pas me lancer dans des chiffres, mais on a le plus gros budget de tous les pays de l'OCDE, et on a l'éducation la plus inégalitaire et la plus inefficace. Si on prend les prélèvements des impôts et les prestations sociales, on a les plus gros prélèvements d'Europe et des pays de l'OCDE avec le Danemark, mais on a aussi le plus grand taux de pauvreté en France, avec une personne sur 6 qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc on a un gros problème, si vous voulez, avec nos services publics. On a un problème qui est général, et je pense qu'on ne peut pas détacher la question de l'islamisme d'une question politique d'ensemble. Donc je pense qu'il faut repenser la nation, la réparer de ces différentes fractures, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je pense prochainement, enfin, c'est déjà prêt, mais ça va sortir bientôt, fonder un groupe de réflexion politique qui s'appellera un projet républicain et solidariste, le solidarisme étant un mouvement qui est à l'origine de la sécurité sociale, qui est assez proche de Durkheim. Enfin, Durkheim ne l'a pas connu à son époque, mais qui est inspiré de la sociologie, d'une sociologie et de Marcel Mauss, qui était un anthropologue qui a montré que la société repose essentiellement sur des relations de dons et de reconnaissance. Voilà. Donc je pense qu'il faut repenser la politique, faire table rase. Aujourd'hui, il y a une dépolitisation. Nous sommes un peu dans une situation qui est analogue à celle des années 30, c'est-à-dire à une poussée d'une pensée pré-totalitaire, avec des pratiques qui sont déjà de l'ordre de l'intimidation, de l'impossibilité de débattre, si vous voulez, parce qu'à partir du moment où on vous assigne à une place, c'est terminé, il n'y a plus de débat. On met en cause votre personne, mais on ne peut plus discuter. On le voit en France, la gauche a littéralement sombré de ce côté-là. Je suis très très inquiet pour l'avenir de notre pays. Et donc maintenant, je suis obligé de me positionner en citoyen. Vraiment, je préférais diffuser des poèmes dans la nuit. Et ça a un très très grand impact. Hein. J'ai vu, les gens sortaient, ils étaient bouleversés. Et je pense que l'expérience poétique est une expérience humaine fondamentale. Mais je ne peux pas non plus faire fi de l'expérience politique. Et donc, moi, je ne suis pas non plus je suis pas politicien professionnel, je ne suis pas très outillé pour ça.
je viens du monde de la philosophie, mais j'ai quelques idées sur comment réparer la nation. J'ai l'idée qu'il faut construire aujourd'hui un plan à court, moyen et long terme contre l'islamisme, comme on fait un plan, je suis joueur d'échecs, mais comme on fait un plan quand on joue aux échecs ou quand on mène une guerre, parce que c'est une guerre. Nous ne sommes plus dans un état de paix, nous sommes dans un état intermédiaire entre l'état de paix et l'état de guerre. Ça veut dire aussi qu'il faut adapter le droit, parce qu'il est plus correctement adapté. Enfin, j'aurais plein de choses à dire là-dessus, mais voilà, je pense fonder un projet, je ne sais pas sous quelle forme il débouchera, mais en tout cas, on voit, Zelensky par exemple, lui il a bien compris que son pays allait mal, et après tout, son engagement a été très fort, il a trouvé un moyen d'avancer, et aujourd'hui, d'être peut-être comment dire, l'instigateur de la naissance d'une nation. Alors, d'une nation, quand je parle de nation, donc, une fois, je m'en explique dans mon livre, il ne s'agit pas de construire une identité nationale, il s'agit de comprendre que ce lien, c'est un lien libre, un contrat social d'individus. Et on ne demande pas de penser ou d'être de telle ou telle façon pour appartenir à la nation. Voilà mon parcours en quelques mots. Après, je pourrais détailler des analyses sur le totalitarisme, le terrorisme, etc. Mais je pense que ce n'est pas très utile et que voilà.